Il y a des morts qui font beaucoup de bruit, qui soulèvent l'indignation, qui déchaînent des manifestations de protestation. Et puis il y a les crimes dont personne ne parle, les victimes silencieuses. Parce qu'elles sont seules, pauvres parfois, et qu'il se dit qu'elles l'ont peut-être un peu cherché. Elle est de celle-là, Mihaela Miloiu. Une petite Roumaine de 18 ans qui se prostituait à quelques kilomètres de chez nous, à Lausanne. Une victime silencieuse. Mihaela a été retrouvée exsangue, les dents, le visage, le crâne fracassé, le corps lardé de 26 coups de couteau. Quand on a su qu'il s'agissait d'une jeune majeure prostituée roumaine, l'intérêt médiatique s'est effondré. Ça n'intéressait plus personne. Le silence sur la mort de la petite prostituée. Mais dans l'ombre, une armée au travail. Des magistrats, des policiers, des gendarmes, français, suisses, qui n'ont pas baissé les bras et qui ont collaboré jusqu'à coincer celui qui a massacré Mihaela. Moi, je n'aurais pas parié 5 centimes sur une chance de découverte. Mais c'est là que les policiers ont été géniaux. J'ai toujours pour habitude de dire qu'à ce moment-là, j'ai dû ressentir ce qu'un joueur de loto ressent en voyant les boules avec ces numéros qui sortent à la télévision. Plus j'avançais, plus ça montait. Et je dis là, cette fois, on a quelque chose. Qui a tué Mihaela Miloiu? Ceux qui l'ont mise sur le trottoir? Elle s'est trouvée confrontée à la prostitution la plus dure, la plus sauvage. Qui l'a tuée? Ses proxénètes parce qu'elle voulait rentrer chez elle, quitter le métier? Ou un bon père de famille qui n'a pas assumé sa petite virée avec une gamine de 18 ans? Pourquoi il aurait fait ça? Il faut avoir une raison de tuer quelqu'un. Enfin, on ne tue pas quelqu'un pour le plaisir de tuer. Nous, on veut le sortir de cet enfer. Il est innocent, il faut qu'il soit reconnu innocent. Le Franois, dans le Jura, le 15 décembre 2016. Voilà des semaines que les touristes ont déserté le joyau de la région, les cascades du Hérisson. Ils ont rendu la forêt jurassienne à ses bûcherons. C'est le temps de l'affouage, la coupe du bois de chauffage. On avait presque fini. Et on allait aller jusque là-bas, au petit creux, là. Voilà, je suis arrivé là. Je remonte là. Je pose ma tronçonneuse là. Et il y avait un tas de feuilles, là. Puis je vois du rose. Alors j'ai fait comme ça, puis j'ai nettoyé comme ça. Je détourné les feuilles. Au début, je croyais des fois un petit cochon de ferme qu'ils avaient balancé, puis qu'il était sous les feuilles, quoi, comme je voyais un peu rose. Alors je me ravance un peu, puis je regarde en haut, je vois comme des cheveux sur les feuilles, du roux, puis il me semble que je voyais des lèvres. Après, il y avait là, des cuisses, là, une cuisse qui était là. Alors je lève la cuisse, les feuilles, bien sûr, elles tombent. Puis au bout, ben, il y avait des doigts de pied. Alors j'ai tout laissé tomber. Puis alors j'ai dit, ça m'a un peu suffoqué. Il dit, pas suffoqué, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'elle a dedans? Qu'est-ce qu'elle a sous ses feuilles? Puis alors j'ai appelé mon collègue. J'ai dit, viens voir. C'est pareil, il a touché un petit coup. Ouais, il me dit, oui, il n'y a pas, c'est quelqu'un. C'est une femme, jeune et entièrement nue. Son corps a été caché à une trentaine de mètres en contrebas de la route sur le coteau d'un ravin glissant, dans lequel les gendarmes ont toutes les peines du monde à descendre. On se rend bien compte que depuis la route, on ne peut rien voir, que vraiment le corps a manifestement été placé là pour qu'on ne puisse pas le trouver aussi facilement.
C'est une jeune fille à la longue chevelure rousse. Ce qui est frappant, c'est que son visage est vraiment massacré, quoi. Elle a des dents qui sont déchaussées, le visage a un fracas facial qui est très important. Elle est absolument méconnaissable. On n'est pas en mesure de pouvoir l'identifier. Sur ce corps martyrisé, les gendarmes relèvent aussi une vingtaine de petites plaies. Ces blessures faites à l'arme blanche ou avec un outil pointu, en fait, se situent au niveau pour une partie au niveau de l'abdomen et pour une partie au niveau du cou. Il y avait très peu de sang sur place, donc on élimine tout de suite que le crime a été commis sur les lieux. En revanche, on s'aperçoit qu'il y a une tache rougeâtre sous l'un de ses pieds qui nous laisse penser qu'elle ait pu marcher dans du sang. C'est la première idée qui nous vient sur ce point-là. Elle n'a pas de tatouage, pas de cicatrice, elle n'a pas de boucle d'oreille, pas de piercing, enfin aucun indice qui puisse nous permettre de l'identifier rapidement. Le point de départ d'une enquête, c'est toujours l'identité de la victime. Sans identité au départ, on n'a pas de point de départ. Dominique, le gendarme le dit, le visage est massacré. Est-ce qu'il a quand même des éléments pour identifier la victime? C'est compliqué, mais ce qu'il peut dire, déjà, c'est que c'est une femme jeune. Elle a entre 16 et 30 ans. Elle mesure 1,67 m, elle est de corpulence mince et elle n'a jamais eu de grossesse. Elle a été tuée comment? Alors, elle a reçu des coups extrêmement violents, puisqu'on parle d'un fracas de la face, au visage, crâne, mâchoire. On s'est acharné sur elle, ce qui a provoqué une hémorragie externe massive. Elle s'est vidée de son sang avant d'être transportée dans la forêt du Franois. Ça veut dire qu'elle n'a pas été tuée à l'endroit où on l'a retrouvée. Elle a aussi des petites plaies au niveau de l'abdomen. Ouais. À cause de quoi? Alors, le légiste en dénombre 26. Des plaies qui ont été provoquées par une lame blanche qui peut être la lame d'un couteau papillon. Vous savez, c'est ces couteaux dont le manche se replie de chaque côté de la lame. Ou alors par un stylet, en tout cas une lame étroite, effilée à double tranchant. La moitié des coups ont été portés en dessous du menton, dans cette partie-là, et l'autre moitié des coups au niveau de l'abdomen. Le légiste ne relève pas de violence sexuelle. En revanche, elle a eu un rapport sexuel récent. Est-ce qu'il parvient à dater la mort ou pas? Non. Le légiste qui réalise l'autopsie ne date pas la mort. En revanche, la femme médecin qui s'était déplacée au moment de la découverte du corps dans la forêt du Franois estimait, elle, la mort entre 4 à 5 jours avant la découverte du corps. Ça veut dire aux alentours du 10 décembre. Et c'est important de poser cette date parce que plus tard, ça va changer. Donc, si je comprends bien, les enquêteurs n'ont pas grand-chose pour identifier la victime. Ils ont quand même de l'ADN, des empreintes, quelque chose? Oui, ils ont un ADN précieux. Les prélèvements qui ont été effectués font apparaître un ADN unique, masculin, qu'on retrouve dans le sperme prélevé dans le vagin de la victime, sous ses ongles, et aussi dans la tache de sang qui se trouve sous son pied droit. Ce qui veut dire que le sang qui est sous son pied pourrait être celui du meurtrier. Et cet ADN, on le retrouve aussi sur des branches d'arbres autour du corps dans la forêt. Comment ça, sur des branches d'arbres? C'est-à-dire que les gendarmes ont l'idée de faire des prélèvements sur des branches d'arbres? Ouais. Pourquoi? Rappelez-vous, Christophe, on retrouve le corps dans un endroit qui est très escarpé. Pour descendre, les gendarmes sont obligés de s'accrocher aux branches des arbres, idem pour remonter, et ils se disent logiquement que ça a dû être la même chose pour le meurtrier. Donc, ils vont faire des prélèvements sur les branches d'arbres et on va retrouver l'ADN du meurtrier. Malin. Incroyable. Quelques heures seulement après la découverte du corps, une piste se dégage. À la section de recherche de Besançon, les gendarmes ont un corps sans nom. Mais au commissariat de Besançon, les policiers, eux, ont un nom sans corps. Narumi Kurosaki, une étudiante japonaise qui a disparu depuis 10 jours. Cette jeune étudiante japonaise est venue en août 2016 à Besançon pour vraiment apprendre de façon accélérée le français. Et depuis le 5 décembre, elle a disparu. Narumi Kurosaki vivait dans cette résidence universitaire
Et la nuit de sa disparition, l'un de ses voisins d'étage a entendu un cri. Glaçant. Et puis plus rien. Est-ce que la jeune japonaise serait la victime du Franois? On est bien normal de pouvoir répondre, d'être affirmatif. Franchement, elle avait un tel fracas facial que c'était impossible de se prononcer. Et même les médecins légistes ne se prononcent pas à dire elle peut être d'origine asiatique. Des prélèvements sont faits sur le corps de cette jeune femme non identifiée et très vite, on dispose de l'ADN de Narumi Kurosaki puisque des prélèvements ont pu être faits dans sa chambre et rapidement, il est démontré qu'il ne s'agit absolument pas de cette jeune japonaise disparue. Qui est la victime du Franois? Plusieurs semaines après la découverte du corps dans le Jura, cette femme reste anonyme. Les enquêteurs ont établi un portrait robot pour tenter de l'identifier. Il est diffusé par Interpol. Et l'appel à témoins porte ses fruits. Les gendarmes récoltent 150 signalements. Certains fantaisistes, d'autres non. Et pour faire le tri facile, ils ont l'ADN du meurtrier. Chaque fois qu'on faisait une vérification, on finissait par entendre la personne soupçonnée. On lui prenait son ADN et bon, ça revenait toujours négatif. Mais les gendarmes ne baissent pas les bras. Et 2 mois après la découverte du corps, l'espoir renaît. C'est un renseignement qui les conduit sur une nouvelle piste, celle d'un bûcheron au passé douteux. L'homme vit à une vingtaine de kilomètres du Franois. 3 ans plus tôt, ce célibataire endurci a invité 3 jeunes Bulgares pour l'aider dans son travail. Mais les filles n'ont pas tardé à pousser la porte de la gendarmerie voisine, parce que le bûcheron avait bien d'autres idées en tête que le ménage et le repassage. Il les garde chez lui, il leur confisque leur passeport, elles sont privées de liberté. Et en plus, un soir, il les emmène au restaurant, dans un village à côté de chez lui, et il leur explique qu'il faudra qu'elles soient très gentilles avec des messieurs, moyennant rétribution pour lui-même. À l'époque, la plainte des Bulgares n'a pas déclenché de poursuite. Mais quand les gendarmes qui enquêtent sur l'inconnu du Franois retombent sur cette histoire, ils tiquent, évidemment. Parce que le maquereau d'eau douce, il a d'autres cordes à son arc. En plus, de par son métier de bûcheron débardeur, il connaît tous les bois du secteur. Et visiblement, le gars a de nombreux échanges avec une jeune Bulgare. On va le mettre sur écoute téléphonique. Mais il fait quand même plus l'impression d'être victime d'une escroquerie à l'amour. Parce qu'on se rend compte que la jeune fille bulgare est tout le temps en train de lui demander de l'argent. C'est ce qu'on s'aperçoit sur les écoutes téléphoniques. Le bûcheron est quand même filoché, perquisitionné, auditionné. On a prélevé son ADN et l'ADN est revenu négatif. Comme d'autres, la piste du bûcheron se finit en eau de boudin. Bon, fallait s'accrocher. De toute façon, tant qu'on avait personne à épingler au bout, fallait avancer, quoi. Après plus de 4 mois d'enquête, l'inconnu du Franois reste un mystère. Jusqu'au jour où un gendarme français va prendre un café avec un policier suisse du canton de Vaud. Et quand un gendarme rencontre un autre gendarme ou un policier, qu'est-ce qu'il se raconte? Des histoires de gendarmes. Je lui demande si il n'a pas connaissance d'une disparition inquiétante qui aurait été signalée chez eux. Effectivement, il a souvenir d'avoir vu passer l'appel à témoins, mais il me dit je vais quand même regarder de mon côté si on n'a pas quelque chose de plus, faire un travail un petit peu plus poussé. Et quelques semaines plus tard, le policier suisse rappelle avec un bon tuyau. Des collègues à lui enquêtent depuis quelque temps sur un réseau de prostitution. Un réseau roumain, implanté à Lausanne. Et justement, l'une des filles du réseau a disparu. D'ailleurs, la justice suisse suit de très près l'affaire.
On a un réseau de petite envergure, 3 proxénètes, une demi-douzaine de filles environ. On est en réalité sans nouvelles de cette jeune femme depuis 6 mois. La fille avait été contrôlée et photographiée par la police suisse peu de temps avant sa disparition. Elle s'appelle Mihaela Miloiu. Elle est toute jeune. Elle a 18 ans. Les policiers qui enquêtent sur son réseau de prostitution ont appris un événement bizarre. 6 mois plus tôt, la carte d'identité de Mihaela a été rapportée à un poste de gendarmerie suisse à 15 km au nord de Lausanne. C'est une promeneuse qui l'a trouvée le long de ce chemin au milieu des champs. Une découverte suivie d'une autre très étrange, 20 mètres plus loin. La promeneuse a également signalé la présence d'une flaque de sang qui doit mesurer quelque chose comme 2 mètres à 2,50 mètres de long sur 1 mètre de large à peu près. Le sang d'un animal, blessé ou tué par un chasseur? À l'époque, les gendarmes suisses n'ont pas poussé l'enquête. Mais 6 mois plus tard, quand les policiers qui travaillent sur la disparition de la prostituée apprennent l'incident, cette histoire de flaque de sang ne leur dit rien de bon. Coup de fil au tribunal du canton. Le chemin, faut aller voir, monsieur le procureur. Les policiers m'appellent à ce moment-là pour me demander l'autorisation d'aller faire des carottages de l'endroit où la promeneuse a photographié cette flaque de sang, parce qu'il a pu être localisé précisément. Et je dois à l'honnêteté de dire que je leur ai répondu, eh bien, allez-y si ça vous amuse. En 6 mois, le chemin en a vu de toutes les couleurs. Le soleil, la pluie, la neige, les promeneurs, leurs chiens. À vue d'œil, il ne reste plus rien de la flaque de sang. La probabilité d'extraire un ADN de ces fragments de caillasse est proche de 0. Moi, je n'aurais pas parié 5 centimes sur une chance de découverte. Mais c'est là que les policiers ont été géniaux. Contre toute attente, le labo de Lausanne leur donne raison. Incrusté dans le béton, un profil génétique féminin. Le résultat est transmis aux gendarmes français sous la forme d'une suite de lettres et de chiffres. Un code génétique que le major Vouge s'empresse de comparer à celui de son inconnu. Première case, je regarde sur notre case correspondante, même numéro, même lettre, tout correspond. Deuxième case, tout correspond. Troisième case, pareil. Et j'ai toujours pour habitude de dire qu'à ce moment-là, j'ai dû ressentir ce qu'un joueur de loto ressent en voyant les boules avec ces numéros qui sortent à la télévision. Plus j'avançais, plus ça montait. Et je dis là, cette fois, on a quelque chose. Et effectivement, c'était le même ADN. Je suis content quand on apprend ça parce que ça permet de rebooster tout le monde et de pouvoir redémarrer, quoi. On est vraiment... on sait qu'on va y arriver, ce coup-là. C'est donc bien l'inconnu du Franois qui a saigné sur le chemin suisse. Une certitude, enfin, 9 mois après la découverte du corps. Reste à vérifier si c'est elle qui a perdu sa carte d'identité. Autrement dit, si l'inconnu du Franois s'appelle Mihaela Miloiu. La réponse se trouve peut-être à 2000 km des forêts jurassiennes, en Roumanie. La famille de Mihaela vit dans un village blotti au pied des montagnes des Carpates. Mandatés par la justice française, des policiers roumains sont allés toquer à la porte. Velika Miloiu n'avait plus de nouvelles de sa fille depuis 10 mois. On nous a posé des questions sur elle, mais on ne nous a rien dit. Et une semaine après, ils nous ont fait un test ADN en ville, à Pitești. Ensuite, on nous a convoqués là-bas et on nous a dit que c'était elle.
Ça nous a effondrés, moi et son père. Pour lui, c'était pire. Moi, j'ai réussi à rester plus forte. Mais lui s'est effondré. On n'y comprenait plus rien. Miaela a connu une enfance des plus banales dans un milieu modeste. Elle a grandi entourée de ses parents et de son frère aîné, Adrian. Son père était mineur de fond. C'était une enfant très, très sage. Je n'ai rien à lui reprocher. Elle m'obéissait, elle m'aidait. Quand elle a grandi, elle faisait la cuisine. C'était une enfant respectueuse. Si elle voyait quelqu'un d'âgé, elle l'aidait à porter le seau, par exemple. Dans le bus, elle cédait sa place. Miaela a suivi une scolarité normale. Elle est allée au lycée à une quinzaine de kilomètres de chez elle, dans la ville de Kampulung. C'est là, devant cet établissement, alors qu'elle n'avait que 15 ans, qu'elle est tombée amoureuse d'un garçon à peine plus âgé qu'elle, Dafinel Bocceanu. Elle n'était plus la même. Je ne m'entendais plus avec elle. Elle ne me répondait plus au téléphone, elle se cachait. Et un jour, elle a fait ses valises pour aller vivre avec lui. Ce Dafinel Bocceanu, dont elle est tombée éperdument amoureuse, il s'est montré particulièrement prévenant à son égard, lui offrait des cadeaux, chose qu'elle ne connaissait pas. Il était particulièrement gentil avec elle, l'a conduite chez le coiffeur, lui a permis de sortir un peu de ce village, chose qu'elle ne faisait pas. Dafinel Bocceanu est en réalité un loverboy. Un pro de la drague chargé de recruter pour un réseau de prostitution. Son terrain de chasse préféré est celui de ses confrères, les lycées, à la sortie des cours, avec une approche bien rodée en Roumanie. Malheureusement, au bout de quelques mois de lune de miel, et bien très vite, ces individus imposent de se prostituer. C'est-à-dire que c'est pas par la violence, mais c'est d'abord par la séduction et par le fait qu'on fait miroiter à ces jeunes femmes une vie beaucoup plus faite d'aisance financière. Il y a un contexte de dépendance affective qui se crée. Je me disais qu'il trafiquait un peu, mais je pensais à la drogue. Je ne réalisais pas qu'il était proxénète. Je ne pouvais pas le croire. J'ai voulu la ramener à la maison, mais elle ne voulait pas revenir. Je suis allée 2 fois à l'école, et elle est pas revenue. Elle avait même quitté l'école. Je ne pouvais plus rien faire. En octobre 2016, Miaela a caché à ses parents qu'elle s'envolait pour Lausanne, en Suisse. Elle venait d'avoir 18 ans. Attirée par la promesse d'une vie meilleure, elle est partie travailler pour le clan Bocceanu, dirigé par le cousin de Dafinel, Lucian Bocceanu. Un parcours classique pour une travailleuse du sexe. Une prostituée sur 3 en Europe de l'Ouest vient de Roumanie. Elle s'est trouvée confrontée à la prostitution la plus dure, la plus sauvage, celle qui l'a conduite à être dans la rue, à la merci des clients peut-être les plus difficiles, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans les salons ou les endroits dits légaux, et peut-être les clients qui sont potentiellement les plus nuisibles. J'ai rien pu faire, rien vraiment. J'ai prévenu la police. Mais on m'a ignoré. Miaela a disparu moins de 2 mois après son arrivée en Suisse. Dominique, les gendarmes veulent étudier la téléphonie du clan Bocceanu et des prostituées qui travaillent pour eux, dont évidemment Miaela. Pour ça, ils ont besoin des Suisses. Oui, parce que les policiers suisses enquêtent depuis un petit moment déjà sur le clan Bocceanu. Il y a des écoutes téléphoniques qui tournent, des zonzons. Et ces écoutes, eh bien, les policiers suisses vont les mettre à la disposition des gendarmes français. Et je vous disais que la date de la mort de Miaela allait changer.
c'est grâce à cette téléphone. Oui, on se souvient que le premier médecin avait identifié la mort aux alentours du 10 décembre. Oui, elle est morte 10 jours plus tôt. Elle est morte dans la nuit du 29 au 30 novembre. Mais comment ils peuvent savoir ça? Avec son téléphone. Parce que son téléphone, ce soir-là, il va cesser d'émettre. À 23h, Miaela est à Lausanne. Elle reçoit un appel du chef du clan, Luchan, qui lui dit « Rentre, c'est bon, t'as assez travaillé, viens dîner ». Et elle lui dit « Non, je vais continuer à bosser un peu ». Appel suivant, 0h50. Cette fois-ci, c'est le téléphone de Miaela qui émet. Elle appelle le 117, les secours suisses. Mais l'appel n'aboutit pas et le téléphone raccroche. Ok, elle est où à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, elle se trouve ici, à Lausanne, à la sortie de Lausanne, à Crissier. En fait, le long de l'autoroute. Ensuite, son téléphone se déplace. Il va borner un peu plus haut, à Sulan. Sulan, souvenez-vous, c'est l'endroit où une promeneuse va découvrir sur la route une énorme tache de sang. Ensuite, à 2h du matin, le téléphone de Miaela va borner ici à Valorbe, à la frontière franco-suisse. Il est ensuite définitivement coupé. Donc, Miaela a disparu dans la nuit du 29 au 30 novembre. Et cette information, elle va sacrément faire avancer l'enquête. Les gendarmes ont identifié la victime. Ils peuvent maintenant se concentrer sur la recherche du tueur, un proxénète, un client. Et dans cette enquête, ils ont un indice de taille. L'ADN d'un homme sous le pied de Miaela. On peut légitimement penser que l'auteur se soit blessé avec une arme blanche parce que lors des constatations, en fait, beaucoup de plaies faites à l'arme blanche sont découvertes sur le corps de la victime. Donc on décide de faire les hôpitaux pour voir si quelqu'un a pu se présenter avec une coupure dans la nuit du 29 au 30 novembre. Donc on fait ces recherches au niveau de la Franche-Comté, au niveau de la Suisse. Et puis on va avoir un retour positif au niveau de l'hôpital de Pontarlier qui nous indique que le 30 novembre au matin, à 6h50, un homme s'est présenté avec une coupure conséquente à l'index droit. Cette coupure a nécessité des points de suture. Le blessé a expliqué au médecin qu'en rentrant du travail, sa voiture avait percuté un chevreuil. Rien de plus banal dans cette région giboyeuse. Le chevreuil était encore vivant et avec un couteau de poche, il vient pour abréger ses souffrances. Et à ce moment-là, sa main glisse sur la lame et il se coupe. Cet automobiliste maladroit s'appelle Alexandre Verdure. Il a 30 ans. Il est en couple, il est père d'un enfant. Et il vit à Mout, dans le Haut-Doubs, le village le plus froid de France. C'est ce qu'on dit. C'est un citoyen lambda, pas quasi judiciaire. Il a la particularité d'être gendarme réserviste. Et c'est pas parce qu'il est gendarme réserviste qu'il peut ne pas avoir commis ça. La première photo qui est affichée de lui sur Facebook, c'est une photo de lui où il s'exhibe avec son arme de service. Alors, en tant que réserviste, vous avez une arme de service lorsque vous êtes en patrouille, vous n'en disposez pas à votre domicile. Moi, je trouve ça inquiétant quelque part. Gendarme réserviste. C'est une activité qu'Alexandre Verdure exerce sur son temps libre en renfort dans les brigades du Doubs. Mais pour son travail à temps plein, il change de costume. Il est agent de sécurité en Suisse, à Lausanne, et le siège de l'entreprise se situe en plein milieu du quartier de la prostitution. Et sa téléphonie de la nuit du 29 au 30 est complètement différente de sa téléphonie habituelle. Dominique, en quoi la téléphonie d'Alexandre Verdure est différente dans la nuit du 29 au 30 novembre 2016 ? Ce 30 novembre 2016, le téléphone d'Alexandre Verdure borne à Jougne à 1h57. Jougne, c'est le premier village français quand on sort de Suisse et qu'on a passé la frontière. Pas vraiment étonnant parce que c'est sur son trajet domicile, travail,
Ce qui est étonnant, c'est l'heure à laquelle son téléphone... Voilà, 1h57, à Jougnes, en France. Et au même moment, elle, Miaela, elle est en Suisse. Et son téléphone borne quasiment à la même heure. Mais ça veut rien dire, Christophe, parce que les deux villages sont limitrophes. Jougnes en France, Valorbe, les téléphones qui passent par là accrochent indifféremment la borne suisse ou la borne française. Et après 1h57, il se passe quoi sur le téléphone de Verdure? Téléphone coupé, jusqu'à 4h du matin. Il est peut-être rentré dormir chez lui? Sa femme s'en apercevrait, il serait couché à côté d'elle. Elle va l'appeler 17 fois, entre 2h et 4h du matin. Et 17 fois, elle va tomber sur le répondeur téléphonique. Est-ce que le téléphone de Verdure va borner au Franois, là où le corps de Miaela a été retrouvé? Non, jamais. De toute façon, il est coupé. Si on résume, Dominique, la téléphonie de Verdure pose problème. Il travaille à Lausanne dans le quartier de la prostitution et il s'est fait recoudre l'index après une blessure au couteau quelques heures après le meurtre. Ouais. Et pour le juge et les gendarmes, ça mérite un écouvillon, un petit coup de coton-tige. Alexandre Verdure travaille de nuit en Suisse et les gendarmes le cueillent donc le 7 novembre 2017 au petit matin à Mout. Il vient d'arriver en bas de son immeuble et le bonhomme ne se démonte pas. Tout de suite, il dit « Mais qu'est-ce que c'est? Je suis de la maison. » Et puis, les collègues suisses arrivent par derrière et ils se garent à côté de lui. Et là, on a quand même le sentiment qu'il voit bien qu'il y a une certaine collaboration entre la France et la Suisse. Et il change un petit peu quand même d'attitude, pour le coup. Il remet le puzzle comme il faut en place et il se rend compte que ça va être un petit peu plus compliqué que sa vie habituelle, quoi. Les gendarmes prélèvent illico son ADN. Il part à toute allure à bord d'une voiture d'intervention spéciale dans un laboratoire des Vosges. Le temps de garde à vue est compté. Autant être vite fixé. Pendant ce temps, à Mout, après la perquisition de son appartement, les gendarmes embarquent Verdure. Direction la SR de Besançon pour l'audition. Et pendant le trajet, le téléphone sonne. C'est le directeur d'enquête. Il vient de recevoir la réponse du labo. Je leur dis, écoutez, c'est Alexandre Verdure, c'est bien lui. Bingo. On peut rien laisser forcément transparaître. La personne garde à vue est à côté de vous, juste à votre droite. Mais bon, intérieurement, c'est une grande victoire, quoi. Les gendarmes cachent leur joie, mais ils ont un bel atout dans leur manche. Et évidemment, ils n'en pipent pas un mot au suspect, qui d'ailleurs n'en prononce pas beaucoup non plus. Il est plutôt distant et en fait, il est spectateur de sa garde à vue. Il sait pas, il n'a pas de réponse à nous donner, c'est pas lui. La blessure au doigt, le chevreuil, la preuve. Il a même dû changer un phare après l'accident. Sur une autoroute suisse où la vitesse est limitée à 120, percuter un gibier, ça doit occasionner un petit peu plus de dégâts qu'un simple optique de phare. Petit à petit, les gendarmes l'amènent à parler de sa vie de couple, de sa sexualité. Et il finit par lâcher qu'il a voulu essayer les filles de Lausanne. Certes, il a eu des relations avec une ou deux prostituées, mais en aucun cas, ce n'est Mihaela Miloiu. Il va nous dire aussi qu'une des filles avec qui il avait une relation s'était blessée, saignait de la tête, la relation s'était passée dans la voiture. On a le sentiment qu'il anticipe déjà le fait qu'on puisse savoir ou qu'on puisse retrouver peut-être du sang dans sa voiture ou un profil ADN féminin. Je dirais qu'il est un petit peu à l'instar d'un comédien de stand-up en fait, où il va se servir des éléments qui lui sont donnés dans l'assistance, donc en l'occurrence par les enquêteurs, pour en fait élaborer son discours et sa version. Sur son portable, éteint pendant 2h30 la nuit du meurtre, Alexandre Verdure trouve la parade. Son téléphone merdé plein pot. Il s'adapte, finasse, louvoie. Et quand les gendarmes sortent l'artillerie lourde,
la présence de son ADN sur le corps de Miaela Miloiu, il coince. Je sais pas. Je vous ai déjà tout dit. Je ne vais pas vous dire des choses que je ne sais pas. Globalement, c'est les 3/4 de ces réponses. Il n'y a aucune explication cohérente à proposer. Il y a un moment en fait en fin d'audition où on a l'impression qu'il serait prêt en fait à s'expliquer, mais qu'il y a une barrière, comme un blocage. Pendant que l'ASR de Besançon cuisine Verdure, à Mout, d'autres gendarmes entendent sa compagne comme témoin. Et après plusieurs heures d'audition, ils arrivent à cette nuit du 29 au 30 novembre 2016. Elle nous dit, depuis le début de l'audition, je ne pense qu'à ça. Je ne pense qu'à cette nuit où il est rentré plein de sang. Plein de sang? Vous avez dit plein de sang? Oui. Elle s'en souvient bien. Cette nuit-là, c'est la première fois qu'elle l'a appelé. Appelé et appelé encore. Et au petit matin, il est rentré avec ses vêtements et le téléphone taché de sang. C'est même elle qui a lancé la machine à laver. Donc tout ça, dans sa tête, elle commence à dire est-ce qu'au final c'est pas lui quoi? Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Pour elle c'est terrible, sa vie, son projet de mariage, son projet de deuxième enfant, tout tombe à l'eau. Après son audition, la compagne de Verdure fonce chez ses parents. Ceux d'Alexandre, prévenus de la garde à vue de leur fils, sont là aussi. Elle arrive chez ses parents, en pleurs bien sûr, et elle nous dit Alexandre a tué une jeune fille. Donc on l'a appris comme ça, quoi. Enfin, je comprenais pas parce que je me dis mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accident, on comprenait pas le pourquoi du comment. J'espère que ça vous arrivera jamais, mais je peux vous dire que là, on reste sans voix, quoi. On n'y croit pas. On se dit, c'est pas possible, il va se passer quelque chose, on va nous apprendre une vérité, on va nous apprendre que c'était une erreur, on va nous apprendre qu'Alexandre est relâché, et on attend, ma femme et moi, on attend. Nous avons vu sur Internet que c'était un Français. Nous l'avons appris comme ça. Personne ne nous a rien dit. Déféré devant le juge d'instruction, Alexandre Verdure n'en dit pas plus. Le magistrat le met en examen pour meurtre. Mais 3 semaines plus tard, au parloir, Verdure se montre beaucoup plus bavard avec ses parents. Déjà, quand on se retrouve devant la maison d'arrêt, on se dit c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait là? C'est un mauvais rêve, c'est un cauchemar. Et après, la porte s'ouvre, et là, c'est un autre monde. On avait une petite pièce individuelle qui était fermée par une porte vitrée. Comme ça, on pouvait parler et personne ne pouvait nous entendre, quoi. À peu près au bout de 5 minutes de parloir, on était en pleurs tous les trois. Je lui ai pris la main. Je lui ai dit, en le regardant dans les yeux, « Alexandre, c'est pas toi, t'as pas fait ça. » Il m'a dit, « Bah non, bien sûr que non. » Alexandre Verdure se livre à ses parents. Et cette fois, aucun chevreuil n'a coupé sa route la nuit du meurtre de Miaela. Ce soir-là, il a quitté son travail à 23h30 pour rentrer chez lui. Mais à la sortie de Lausanne, au rond-point de la Maladière, alors qu'il allait s'engager vers l'autoroute, il a vu au loin une femme se faire agresser par un homme. Verdure a toujours eu une âme de sauveur, c'est plus fort que lui.
Il s'est donc porté à son secours. Son arrivée à hauteur de la station-service a fait déguerpir l'agresseur. Miaela, parce qu'il parle bien d'elle, était terrifiée. Alexandre Verdure roule une vingtaine de minutes au nord de Lausanne avec Miaela. Il part avec elle, et puis ce qu'il explique, c'est que c'est une prostituée qui se met d'accord par la suite pour une passe. Et puis il s'engage dans un chemin près de l'autoroute, celui où le sang de Miaela a été découvert 3 jours plus tard. C'est là qu'il fait sa petite affaire avec elle, sur le capot de la voiture, précise Verdure. Mais au moment où il se rhabille, une voiture noire surgit. Manifestement, on les a suivis. Deux hommes en sortent. L'un est armé d'un pistolet, et Alexandre Verdure peut être tenu en joue. Alexandre, il est terrorisé, il se retrouve à genoux derrière sa voiture, il a froid, il a peur, il pleure, il sanglote, et il a ce revolver pointé sur la tête. Le deuxième homme fouille alors la sacoche d'Alexandre où il trouve son couteau de poche. C'est avec ce couteau qu'il tue Miaela, plus loin dans le chemin. L'autre va massacrer la jeune femme. Et ce qu'il va te dire, c'est qu'il n'entend pas de bruit, il n'entend pas de cris, il n'entend pas de hurlement de la part de la victime. Ils lui ont pris tous ses papiers et ils lui ont fait comprendre que maintenant il savait où il habitait, que s'il n'emmenait pas le corps quelque part, il s'occupait de sa famille. Et il va être sommé de se débarrasser du corps, à lui de se débrouiller. Et donc lui va expliquer qu'il va obéir aux ordres qu'il a reçus. Et les deux hommes s'en vont. Et Alexandre, il voit comme une masse devant sa voiture. C'est la jeune fille. Il se penche, il se rend bien compte qu'elle est décédée. Et en plus de ça, dans le cou de la jeune fille, il y a son propre couteau à lui. Il le retire. Et là, comme par hasard, il se blesse au doigt. Alexandre Verdure reprend la route. Le corps de Miaela dans le coffre. 40 km plus loin, il passe la frontière française par une petite route de montagne pour éviter les contrôles. Il raconte qu'il voulait se rendre à la gendarmerie de Mout. Mais avant d'arriver à son village, il la voit, la voiture noire. Elle est toujours derrière lui. Il se dit, tiens, est-ce que c'est pas les tueurs qui me suivent, qui veulent me rattraper? Lui, il a qu'une chose en tête, c'est s'enfuir et les semer. Alors il bifurque vers le Jura et il réussit à semer les tueurs. « 30 km plus loin, il s'arrête pour se débarrasser du corps dans la forêt du Franois. Verdure déshabille Miaela parce que les ronces s'accrochaient aux vêtements et ça le gênait pour dévaler le ravin avec son fardeau. Et arrivé à un point, il se dit, je laisse là, quoi. Et là, il la recouvre un peu de feuilles, simplement par pudeur, quoi, je pense. Et il repart. Reste à se débarrasser des vêtements et du téléphone de Miaela, de son couteau aussi. Ça lui brûle les mains, ça le pollue, ça le perturbe d'avoir ça entre les mains. Il met ça à la poubelle.
Alors que ce sont des objets, évidemment, qu'il aurait dû garder pour pièce à conviction, lui, il s'en débarrasse. Et le lendemain, Verdure reprend le cours de sa vie, sans jamais parler de cette nuit-là. Il aurait dû avertir les autorités. Il est gendarme de réserve, il ne le fait pas. Lui va dire qu'il avait très peur. C'est quelqu'un qui ne supporte pas cette période où effectivement il n'est pas allé voir ses collègues pour leur dire voilà ce qui s'est passé, j'ai été lâche, j'ai obéi, j'ai rien fait. C'est évident qu'il a rien dit pour nous protéger. Pas par peur pour lui, mais pour nous protéger, nous, sa compagne, son fils, ses frères, ses parents. Pour ça, il a rien dit. Il se doutait très bien que s'il parlait, il pouvait y avoir des représailles. Il a gardé ça en lui, au fond de lui. On n'a aucun doute possible, ni ma femme puis moi, sur ses paroles. On croit tout ce qu'il nous dit de A à Z. Ah oui, moi je le crois. Il a toujours parlé, il a toujours dit les choses, et je sais comment il est, donc je le crois, et je le crois toujours. Alexandre Verdure peut compter sur le soutien de ses proches. Mais son histoire, bien tardive et surtout digne d'un film, les gendarmes et les magistrats ont du mal à l'avaler. D'abord, il n'est pas capable de fournir le moindre signalement sur ces individus, sur la voiture. Il ne sait rien sur eux. Et puis, on n'imagine absolument pas ces individus aussi déterminés laisser un témoin des faits comme ça, qui a une tenue d'agent de sécurité, et il laisserait cet homme comme ça la charge d'aller faire disparaître le cadavre sans s'inquiéter. Ça paraît absolument pas crédible. Il fait disparaître le corps, il le déshabille et il fait ensuite disparaître méticuleusement tous les éléments. Là-dessus, il n'a pas d'explication cohérente, si ce n'est qu'il va dire « j'ai fait le con ». Il indique qu'il l'a déshabillé parce qu'il y avait ces ronces qui le gênaient dans sa progression, mais il n'y a pas de ronces. Il y a des rochers, il y a des feuilles, il y a des branches mortes, mais il n'y a pas de ronces. Et en fait, la déshabiller, c'est pour faire disparaître toute trace d'identification. Autre incohérence de taille, l'arme de crime. Pourquoi les tueurs auraient-ils utilisé le couteau de Verdure? Si vous allez pour tuer quelqu'un, déjà vous venez équipé. Vous fouillez pas la sacoche d'un témoin à la recherche d'un éventuel couteau. D'autant plus que le second avait une arme de poing. Eh ben, pas. Deux camps se dessinent. D'un côté, des gendarmes et un juge d'instruction qui sont persuadés de tenir leur homme. De l'autre, un suspect qui crie, lui, à l'erreur judiciaire. Verdure dit qu'il s'est retrouvé dans de sales draps par hasard, après s'être offert un bon moment avec une fille. Il va falloir ferrailler dur pour convaincre qu'il est innocent. Et d'abord, pourquoi l'aurait-il tué? Pourquoi il aurait fait ça? Je vois pas du tout, là. Il faut avoir une raison de tuer quelqu'un. Enfin, on tue pas quelqu'un pour le plaisir de tuer. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Alexandre Verdure n'a aucun mobile, n'a pas fait de mal à une mouche dans sa vie. Je crois que le pire qu'on puisse lui reprocher, c'est qu'il puisse élever la voix et bouder dans un coin. Enfin, voilà le genre de personnage dont on parle. Et je trouve qu'un comportement dans une vie, ça ne ment pas. Pas de mobile. Quant à l'arme du crime qu'a décrit Verdure, son propre couteau, de l'aveu même de son avocat, ça ne tient pas debout. Miaela n'a pas pu être tuée avec cette lame de poche. Les marques qui sont faites sont très particulières. Elles sont toutes parfaitement symétriques, très fines, et la lame s'est enfoncée assez profondément, sur plusieurs centimètres. En faisant des recherches dans des armureries, on a trouvé le type de couteau qui pouvait absolument correspondre à ça. Ce sont des couteaux qui sont tranchants des deux côtés, avec une lame assez fine et qui sortent par cran d'arrêt. Alexandre Verdure, il n'en a pas. Et pour moi, c'est une arme de voyou. Et ça, c'est l'arme des proxénètes. C'est pas l'arme d'Alexandre Verdure.
Si Alexandre Verdure a raconté cette fable avec son couteau, c'est par habitude. C'est un garçon qui, dès qu'il est en difficulté, va inventer des choses, même quand il a raison. C'est quelqu'un qui se défend très mal, mais parce qu'il est très mal à l'aise d'être montré du doigt. On est certain que ça peut pas être lui, et immédiatement, on a l'idée que ça peut être les proxénètes. C'est la première idée qu'on a en tête, c'est une évidence. Les proxénètes. Lucian Bocceanu, le chef du clan. Et Dafinel Bocceanu, le loverboy de Miaela. Eux ont un mobile solide. Parce que 3 jours avant d'être tuée, Miaela avait annoncé à sa mère qu'elle voulait se sauver. Moi, je pars du principe qu'ils le savent. Ils l'ont appris. Ils comprennent qu'elle va fuguer. Et donc, ils ont mis en place ce système de surveillance. Elle va faire des passes ce soir-là dans un territoire qui n'est pas le sien habituellement. Et c'est aussi pour ça qu'elle est suivie. Est-ce qu'ils étaient partis pour la tuer au départ? C'est pas sûr. Mais ce qui est sûr, s'ils lui avaient cavalé après une partie de la soirée, ils étaient peut-être très en colère, en rage contre elle. Et moi, je pense qu'on n'a pas affaire à des gens aussi rationnels. Hein. C'est aussi des caractériels, des psychopathes, hein, des sociopathes, si vous voulez. Des psychopathes capables d'une extrême violence. Les femmes qu'ils exploitent en ont témoigné dans le cadre d'une enquête pour proxénétisme quelques mois avant la mort de Miaela. Voilà ce qu'elle disait sur Lucian Bocceanu, surnommé Badea. Dès que je suis rentré par la porte, celui-ci m'a frappé avec le poing au niveau des côtes. Il a continué à me frapper avec les poings, les pieds, sur tout le corps, jusqu'à ce que je perde connaissance. J'ai eu des douleurs pendant 3 semaines, période pendant laquelle je ne pouvais plus dormir dans une position normale. Alors, on voit bien leur méthode. Elle s'est fait avoir par un client. Il manque 300 francs. C'est pour 300 francs hein, qu'elle subit ce traitement. Un autre témoignage. Ensuite, Badea agressait Petruja presque tous les jours. Badea la frappait avec les poings, avec les pieds, avec la ceinture, sur tout le corps. Elles sont battues, pas à mort, mais de manière extrêmement grave. L'une d'elles va témoigner qu'elle va avoir la mâchoire fracassée jusqu'à devoir se nourrir avec une paille. Il faut avoir ça à l'esprit parce que Miaela, elle est massacrée au niveau du visage. C'est pas rien. Pour l'avocat de Verdure, tout colle. Y compris cet appel que Miaela a reçu le soir du meurtre, à 23h. Au bout du fil, Lucian Bocceanu, son Mac, il lui proposait de rentrer. Un stratagème d'après la défense pour lui filer une belle correction. Le fait qu'on lui demande de rentrer parce qu'elle a bien trop travaillé, la pauvre, et qu'on se soucie d'elle, oui, c'est un piège. C'est un piège, ils ne fonctionnent pas comme ça. Ils exploitent les êtres humains jusqu'à leur épuisement. Ils tiennent par les menaces, par la peur, par la brutalité. Pourquoi il lui ferait un cadeau? Pourquoi il renoncerait à quelques heures de travail en plus qui leur rapporte encore plus d'argent? Il n'y a aucune raison à cela, si ce n'est de lui tendre un piège et de la rassurer faussement. Alors, Alexandre Verdure, coupable? Vraiment? Il n'y a pas de véritable enquête concernant les proxénètes. On n'a pas fait de réelles investigations. Ils n'ont pas été placés en garde à vue, ils n'ont pas été mis en examen. Rien. On s'est focalisé immédiatement sur Alexandre Verdure. C'est comme si, en pleine nuit, en rase campagne, Alexandre Verdure avait un panneau lumineux marqué « coupable ». Et donc, je comprends très bien que c'est complètement aveugler les enquêteurs qui soient centrés sur lui. Dominique, la défense soutient que les gendarmes se sont concentrés sur la piste Verdure en laissant un peu de côté celle du clan Bocceanu. Ils n'ont pas cherché à savoir où se trouvaient les proxénètes ce soir-là? Bien sûr que si, Christophe. J'ai ici l'étude des téléphones portables utilisés par le clan Bocceanu, celle que les gendarmes ont étudiée, que leur ont donnée les policiers suisses. Elle révèle que la nuit du meurtre, seul le téléphone utilisé par Miaela déclenche le relais téléphonique de Sulan, la commune où a lieu le meurtre. Tous les autres téléphones des membres du clan, y compris celui de Lucian Bocceanu, le patron, sont au moins à 7 km du lieu du crime. Quant à Dafinel Bocceanu, l'un des Macs de Miaela,
Il est en Roumanie. Il était convoqué à un procès, il était prévenu dans ce procès, il était à l'audience. Donc il ne borne pas sur la scène de crime, mais est-ce que ça les raye forcément de la liste des suspects? Je vous rappelle, Christophe, que les Boccianu ne sont pas simplement géolocalisés, leurs conversations sont écoutées. Les gendarmes vont y avoir accès. Et dès le lendemain de la disparition de Mihaela, le chef du clan, Lucian, s'inquiète de son absence. À 10h38, il appelle un copain. Il lui dit qu'il n'est pas content parce que la fille est partie. Le lendemain, 1er décembre 2016, échange téléphonique entre Lucian et son cousin, Dafinel. Lucian lui dit « En maximum 2 jours, on la retrouve ». Réponse de Dafinel « On doit la trouver. Elle ne peut pas disparaître complètement du monde ». 3 jours après, Lucian Boccianu appelle sa compagne Maria. En fait, c'est la mère maquerelle du clan. Et il lui dit « Ça fait 1 semaine qu'elle a disparu et je ne comprends pas comment elle a pu disparaître ». Ils sont au taquet, en fait, pour la retrouver, parce qu'elle est ce qu'on appelle une gagneuse. Hein, c'est comme ça que disent les proxos. Elle leur apporte combien? En janvier, 1 mois après la disparition de Mihaela, Maria téléphone à une autre fille et elle lui dit « Elle faisait de l'argent, cette fille. On faisait moitié-moitié. Elle faisait 1500, sous-entendu 1500 € par jour. Ça revenait à 700 à 800 chacun par jour. Je ne sais pas où elle se trouve, je suis sûr à 100% qu'il lui est arrivé quelque chose. » Donc, pour les gendarmes et pour le juge, les proxénètes n'ont aucun intérêt à tuer Mihaela. Donc c'est bien Alexandre Verdure qui va être au cœur des préoccupations du magistrat et qui va être sur la sellette pendant la reconstitution que demande le procureur suisse. Le premier acte de ce ballet nocturne se déroule au rond-point de la Maladière, à la sortie de Lausanne. C'est de là qu'Alexandre Verdure affirme avoir vu Mihaela se faire agresser par un homme. Mais sa version ne résiste pas à l'épreuve des faits. Qui connaît l'endroit sait qu'on ne peut pas avoir ce qu'il prétend avoir vu. Parce que c'est trop loin. Parce qu'il passe en voiture, il est dans un rond-point, il ne peut pas porter son attention aussi loin à l'endroit où il dit avoir vu cette scène-là. Alexandre Verdure ne se décourage pas, car il compte se refaire la cerise 15 km plus loin, sur le chemin où Mihaela a été tuée. Les hommes qui surgissent armés sont bien là, joués par des policiers, et un mannequin incarne Mihaela. Alexandre Verdure expose sa version avec application, jusqu'au moment où le procureur suisse ordonne que la scène soit jouée dans les mêmes conditions que la nuit du meurtre. C'était une nuit sans lune. J'ai demandé que toutes les lumières soient éteintes. On ne voit pas les personnes descendre de la voiture. Il fait tellement nuit qu'on ne voit pas. On ne voit pas l'arme à feu. On ne voit rien de ce qu'il est censé avoir vu. Et tout se démonte. Mihaela Miloiu avait beaucoup plus de chances d'être défigurée par un météore tombé du ciel à cet endroit-là, en réalité, statistiquement. Moi, j'ai M. Verdure à 50 cm de moi. J'entends que son souffle commence à s'accélérer. J'ai senti pendant ces 1 à 2 minutes que M. Verdure était un peu au bord du précipice et que s'il avait eu une construction de personnalité différente de la sienne, il aurait sans doute demandé à réviser son récit. La personnalité d'Alexandre Verdure, complexe. Y aurait-il 2 Alexandre Verdure? D'un côté, le tueur fou de rage qui massacre une femme, et de l'autre, le gentil garçon qui a toujours rêvé d'être un héros. Alexandre Verdure est né en 1987 dans le Doubs. Il grandit dans un village près de Pontarlier et mène la vie ordinaire d'un gamin de la campagne. Dans une famille aimante, petit dernier d'une fratrie composée de 3 frères. C'est un gamin qui a toujours été apprécié par tout le monde. Tout le monde l'adore. Il a joué au foot, il a été à la pêche avec son copain d'enfance, son grand copain. Il aimait beaucoup les jeux vidéo, un passionné de dessins animés.
Beaucoup de films, des films qui font rire, parce qu'il est très rieur, il est très joyeux. Il était toujours serviable, honnête. Dès que quelqu'un avait besoin, il était là pour rendre service. Aider les autres. Dès son plus jeune âge, Alexandre Verdure décide d'y consacrer sa vie. Il s'engage à 13 ans chez les jeunes sapeurs-pompiers. Les pompiers, Alexandre, il adorait parce que il y avait de l'action, voilà. Il pouvait être appelé à n'importe quelle heure. Même moi, il n'avait pas le permis parce qu'il était trop jeune. Il avait un bip et quand ça sonnait la nuit, je l'emmenais à la caserne. Enfin, voilà, on faisait tout pour que ça fonctionne, quoi. Je vois pas quelqu'un qui a passé son temps à aider les autres démontrer une violence si rageuse sur une jeune femme qu'il ne connaissait pas. C'est quelque chose qui colle pas. Alexandre Verdure se voit pompier de Paris, mais une blessure au genou causée par un accident de moto brise son rêve. Alors, résigné, il enchaîne différents jobs, ambulancier, réparateur de téléphone, agent de sécurité. Mais sa passion de l'uniforme ne l'a pas quitté. Il devient donc gendarme réserviste occasionnel. Il était très fier de prendre du galon, fier de l'uniforme, fier de venir au secours de la population, fier de ses missions qu'il nous racontait toujours comme un petit gamin, quoi. Beaucoup de ses proches parleront d'un quelqu'un qui se vit comme un super-héros, qui, notamment au niveau de la gendarmerie, qui était au cœur de toutes les grandes enquêtes du moment, qui élucidait, alors qu'on sait qu'il n'élucidait rien du tout, c'était pas un enquêteur. Donc un vrai décalage entre l'image héroïsée qu'il avait de lui-même et puis la réalité. Il avait une vie normale, mais dont il manifestement ne se satisfaisait pas. Alors, pour pimenter son quotidien trop banal, Alexandre Verdure se lance dans le cinéma. Il décroche des rôles de figurants comme gendarme dans les séries télévisées. Ça lui permet de prendre la lumière de quelques stars comme Pierre Arditi. Pourtant, les frustrations s'accumulent. Sa compagne confie qu'Alexandre se montrait parfois irascible à la maison. Il va expliquer qu'il a des postures de plus en plus de macho, qu'il se met à être agressif, presque violent dans la sphère conjugale, ce qui avait d'ailleurs conduit cette femme à dire quelques mois avant novembre 2016 qu'elle refusait d'avoir des rapports sexuels avec lui parce qu'elle avait l'impression d'être une chose, qu'il ne pensait qu'à lui dans le rapport sexuel, qu'il était complètement centré sur lui-même. Et elle a des mots très, très durs pour cet homme. Les experts psychiatres qui ont examiné Alexandre Verdure pendant sa détention ne le ménagent pas non plus. L'un parle d'une personnalité psychopathique et mégalomaniaque. Il souligne sa dangerosité criminologique extrême et un risque de récidive majeure. Un autre psychiatre relève une tendance au déni et surtout une violence disponible s'il se sent humilié ou mis en échec. C'est peut-être là que se trouve l'explication du meurtre de Miaela. Je pense qu'il s'est passé. C'est un moment où il a perdu pied face à cette jeune femme qui s'inquiétait d'abord. Elle est angoissée, on le sait, puisqu'elle appelle un numéro de secours à 050 et que si l'appel n'aboutit pas, c'est qu'on lui a pris son téléphone et qu'on a raccroché cette communication. Donc cela peut amener derrière tous les dérapages chez un individu qui a une agressivité immédiatement disponible, comme ça, quand on est intolérant à la frustration. Ces frustrations accumulées et une énième frustration avec cette femme qui peut-être se refuge à lui parce qu'elle a peur, ou un rapport sexuel très insatisfaisant qui va amener cette explosion de colère et de rage. C'est un scandale d'écrire des choses pareilles sans avoir le moindre élément pour l'étayer. La violence latente immédiatement disponible, il sort ça d'où, l'expert? Il n'en sait rien. Normalement, c'est votre récit de vie, ce qu'on comprend ou de vos réactions. On a quelque chose d'objectif. Et là, on est parti à l'envers. On est parti de la conclusion pour le faire coller sur Alexandre Verdure. Mais il n'y a rien dans son parcours de vie
qui illustre ça, ce comportement-là. Là, il n'y a rien de tel chez Alexandre Verdure. Donc l'expert, pour moi, je l'accuse encore, d'avoir eu un parti pris. Alexandre Verdure est coupable, le crime est atroce et violent, donc il est violent. C'est pas du tout lui. Comment voulez-vous qu'on accepte une conclusion pareille? Nous, on n'en veut pas cette conclusion, on veut qu'on l'efface du dossier. C'est pas acceptable. C'est pas possible d'entendre parler comme ça de son fils. Dominique, le crime a eu lieu en Suisse, le corps a été retrouvé en France. Le procès doit avoir lieu où? Alors, dans ce cas particulier, les critères qui priment sont 1. La nationalité de l'auteur, 2. Le lieu de son interpellation. Alexandre Verdure est français, il est interpellé chez lui, à Mout, dans le Doubs. Donc il sera jugé devant la cour d'assises du Doubs, à Besançon. Et le procès s'ouvre le 9 décembre 2020. Il y a 2 thèses très étayées qui s'affrontent. Ouais, les 2 thèses se tiennent, hein. Tout peut se jouer au procès et tout va dépendre des avocats. Aller à un procès, et en plus au procès de son fils, c'est très très dur. Franchement, même à ma pire ennemie, je lui souhaite pas ça, quoi. On le voit là pour la première fois avec des menottes entouré de 2 gendarmes. On lui parle, on lui dit « Mon bonhomme, on va se sortir de là. Tiens bon, tiens bon. » Il ne peut pas être condamné. L'enjeu est simple. Éviter une erreur judiciaire. L'enjeu, c'est de savoir exactement ce qui s'est passé. Il y a un espoir, c'est qu'Alexandre Verdure dise la vérité et toute la vérité. On sait globalement ce qui est susceptible de s'être passé, mais ce que la partie civile aimerait, c'est l'entendre décrit par Alexandre Verdure lui-même. La partie civile est absente à l'audience car la famille de Mihaela est restée en Roumanie. Nous n'y sommes pas allés, parce que nous n'avions pas les moyens. Il fallait de l'argent. Et nous sommes des gens simples, de la campagne. On voulait qu'il soit puni. Oui, qu'il soit puni pour ce qu'il avait fait. Pourquoi il l'a tué? Pourquoi? Mais Alexandre Verdure reste fidèle à sa ligne de défense. Il n'a pas tué Mihaela. Alexandre Verdure a passé tout le procès prostré, à regarder le sol. Lorsqu'il a été entendu, il a délivré un récit particulièrement monocorde, comme récité. J'ai tout de même l'impression, mais ça n'engage que moi, qu'il a du mal à croire à son récit. Alors, pour sauver leurs clients, les avocats d'Alexandre Verdure font tout pour recentrer les débats sur les Bocceanu. Les proxénètes cherchaient Mihaela le lendemain du meurtre. Une mascarade pour la défense. Je les ai toutes lues, les écoutes. Je crois qu'il y a 2 mentions. Et c'est franchement pas des recherches vraiment poussées. Moi, je pense qu'on a fait une pure mise en scène. On donne le change. Oh, elle est où, Mihaela? Ah, ben je sais pas. Oh, bah zut. On a l'impression que pour eux, c'est pas si grave si elle a fugué. Oh, ben tant pis. Bon, c'est impossible. Pour moi, c'est du simulacre. Mais la tâche se complique pour Alexandre Verdure quand l'avocat général le pousse dans ses retranchements. Pourquoi faire disparaître le portable de Mihaela? Pourquoi jeter ses habits, le couteau? Pourquoi garder le silence jusqu'à son interpellation? Monsieur Verdure est apparu très agacé, voire agressif par rapport à mes questions qui dérangeaient sa version des faits. Il n'a pas varié. Soutenu par ses parents de bout en bout durant le procès, tout particulièrement par son père. Soutenu ou bloqué, Alexandre Verdure? Monsieur Verdure ne s'est jamais senti autorisé à pouvoir reconnaître les faits avec un tel regard des parents. Pour une personne, reconnaître les faits, c'est quand même puissamment libérateur pour essayer de faire un travail derrière d'appropriation de sa propre violence pour éviter la récidive. Et donc, cette posture des parents, en tout cas, ça c'est certain, n'a pas favorisé pour M. Verdure la possibilité de reconnaître les faits. Il n'est pas entendu. On n'écoute pas sa vérité à lui, on n'écoute pas ses réponses à lui. Ils ont déjà leur réponse et leur vérité. La nôtre ne les intéresse pas.
L'avocat général réclame 30 ans de prison. La défense plaide évidemment l'acquittement. La cour ne met pas longtemps pour rendre son verdict. 3 heures de délibéré seulement. Et Alexandre a pris 20 ans. Et là, c'est tout nous tombe sur la tête, quoi. Alexandre Verdure, quand on aborde la question d'un appel, l'idée que pragmatiquement on puisse utiliser les 20 ans, envisager un aménagement, c'est de l'eau qui coule sur une toile cirée. C'est quelque chose qu'il ne peut pas prendre en compte. Il n'a pas fait ce qu'on lui reproche et il fait appel. Jusqu'au boutiste Verdure. Mais le risque ne paie pas. En appel, il prend encore plus cher, 30 ans. Je crois qu'il a dit c'est des fous, quelque chose comme ça. Ils sont fous. Ils sont fous. Nous, on veut le sortir de cet enfer. C'est notre seul but dans la vie, le sortir de là. Il est innocent, il faut qu'il soit reconnu innocent. Je le dis sincèrement, la justice a été rendue. Comment est-ce qu'il a pu tuer cette enfant innocente? Je ne sais pas quoi dire. Qu'importe ce qu'elle lui avait fait, il n'avait pas le droit de la tuer. J'ai été contente de pouvoir la ramener au pays. J'ai fait comme j'ai pu. J'ai emprunté de l'argent pour la ramener à la maison. Et c'est tout ce qui comptait pour moi. Alexandre Verdure reste le seul coupable du meurtre de Mihaela puisque son pourvoi en cassation a été rejeté. Mais les juges roumains ont quand même rattrapé les proxénètes pour traite d'êtres humains. Les Bocceanu ont été condamnés à 12 et 9 ans de prison.